Bonjour ou bonsoir, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une autre histoire d'Agatha Christie. Le titre de la nouvelle est Le signal rouge. Oh, que c'est passionnant, s'écria la jolie Madame Eversley, en écarquillant ses beaux yeux bleus un peu vides d'expression. On dit toujours que les femmes ont un sixième sens. Pensez-vous que ce soit vrai, Sir Allington? Le célèbre aliéniste sourit avec ironie. Il méprisait totalement les femmes jolies et sottes comme celle-ci. Allington West faisait autorité en matière de désordres mentaux et ne sous-estimait pas son importance. C'était un bel homme quelque peu poseur. Il répondit: Je n'ignore pas toutes les sottises qui ont cours. Un sixième sens? Qu'est-ce que cela signifie? Vous autres savants êtes toujours trop sévères, mais la manière dont on sait les choses par avance, ou plutôt dont on les sent, est positivement mystérieuse. Claire sait de quoi je parle, n'est-ce pas, Claire? Elle s'adressait à la maîtresse de maison, en faisant la moue et en levant une épaule. Claire Trent ne répondit pas tout de suite. Le dîner avait été intime et n'avait compris que les hôtes. Claire et son mari Jack, Violette Eversley, Sir Allington West et son neveu Dermot West, ami de Jack Trent. Ce dernier, un peu lourd et rubicond, répondit en riant: Voyons, Violette, si votre meilleur ami est tué dans un accident de chemin de fer, vous vous souvenez aussitôt que vous aviez rêvé d'un chat noir la semaine précédente, et vous avez senti qu'un malheur était imminent. Non, Jack, vous confondez prémonition et intuition. Voyons, Sir Allington, vous avouerez que les prémonitions existent. Jusqu'à un certain point sans doute, répondit l'aliéniste froidement. Mais la coïncidence existe, et aussi la tendance à tout exagérer. Il faut en tenir compte. Je ne crois pas aux prémonitions, dit Claire d'un ton sec, ni à l'intuition, ni au sixième sens, ni à toutes les choses dont nous discutons sans réfléchir. Nous ressemblons à des trains qui foncent dans la nuit vers des destinations inconnues. Votre exemple est mal choisi, déclara Dermot West, qui prenait pour la première fois part à la discussion. Ses yeux gris brillaient curieusement sous son visage hâlé. Vous oubliez les signaux. Quels signaux? Vert quand la voie est libre, rouge quand il y a danger. Rouge pour le danger? C'est passionnant, murmura Violette Eversley. Dermot lui tourna le dos avec agacement et déclara: C'est une manière de parler, il y a danger devant nous, attention. Trent le dévisagea attentivement. On dirait que vous parlez par expérience, mon vieux. C'est vrai. Racontez-nous cela. Voici un exemple. J'étais en Mésopotamie, juste après l'armistice, et un soir, j'ai regagné ma tente. Troublé par un pressentiment, danger, attention, je ne comprenais absolument pas de quoi il s'agissait. Je fis le tour de notre camp, pris toutes les précautions voulues contre une attaque possible d'Arabes hostiles, puis je rentrai sous ma tente. Dès que je fus à l'intérieur, la sensation devint plus forte. Danger. Je finis par sortir en emportant une couverture dans laquelle je m'enroulai et je dormis dehors. Et alors, le lendemain, quand j'entrai dans ma tente, la première chose que je vis fut un immense couteau enfoncé dans ma couchette, juste à l'endroit où je devais être. Je ne tardai pas à découvrir le coupable, un de nos serviteurs arabes dont le fils avait été fusillé pour espionnage. Qu'en pensez-vous, oncle Allington, comme exemple de ce que j'appelle le signal rouge? Le spécialiste sourit vaguement. Ton histoire est très intéressante, mon cher Dermot. Mais vous n'y croyez guère. Si, je ne doute pas que tu aies eu la prémonition du danger, mais c'est l'origine de cette prémonition que je discute. À te croire, elle est venue de l'extérieur, causée par une source inconnue qui t'a frappé. Mais de nos jours, nous savons que tout prend en réalité naissance dans notre subconscient. Brave subconscient, s'écria Jack Trent. On l'accuse de tout. Sir Allington reprit sans accorder d'attention à cette boutade. Je suppose que cet arabe s'était trahi par un regard ou un geste que tu n'avais pas remarqué, mais que ton subconscient avait enregistré. Il n'oublie jamais rien. Nous croyons également qu'il peut raisonner et déduire indépendamment de notre volonté. Ton subconscient avait compris qu'on allait essayer de t'assassiner et il a réussi à te faire sentir le danger. J'avoue que cela me semble sérieux, dit Dermot en souriant. Mais beaucoup moins intéressant, déclara Madame Eversley. Il est également possible que tu te sois inconsciemment rendu compte de la haine que te vouait cet arabe.
Ce que l'on nommait autrefois télépathie existe sûrement, mais son origine demeure vague. Avez-vous eu d'autres exemples de prémonition demanda Claire à Dermot. Oui, mais rien de sensationnel, et je suppose qu'on pourrait les expliquer en parlant de coïncidence. Une fois, j'ai refusé une invitation dans une maison de campagne, sans autre raison que l'apparition du signal rouge. Or, un incendie détruisit cette propriété au cours de la semaine. Par parenthèse, oncle Allington, quel rôle le subconscient a-t-il joué là? Aucun, répondit l'interpellé en souriant. Cependant, vous avez trouvé une autre explication. Voyons, ne vous montrez pas cérémonieux en famille. Alors, mon neveu, je suppose que tu as refusé une invitation pour la raison toute simple qu'elle ne te séduisait pas. Puis, après l'incendie, tu t'es figuré que tu avais eu la conscience d'un danger, et désormais tu y crois sincèrement. C'est inextricable, s'écria Dermot en riant. Peu importe, déclara Violette Eversley. Je crois à votre signal rouge. Est-ce que vous l'avez eu en Mésopotamie pour la dernière fois? Oui, jusqu'à... Jusqu'à? Oh, rien. Dermot garda le silence, car il avait failli dire jusqu'à ce soir. Les mots étaient montés à ses lèvres et avaient exprimé une idée qu'il n'avait même pas encore comprise. Mais il se rendait compte qu'elle existait. Le signal rouge sortait des ténèbres. Il lui criait « Danger, danger imminent ». Mais pourquoi? Quel danger pouvait-il courir dans la maison de ses amis? Cependant, il y en avait un. Il regarda Claire Trent, admira son teint pâle, son corps svelte, la courbe exquise de sa tête blonde. Mais ce danger-là existait depuis longtemps et ne risquait pas de devenir grave. Jack Trent était plus encore que son meilleur ami, car il lui avait sauvé la vie en Flandre et avait été décoré pour cela. Jack était le meilleur des hommes, et Dermot pensa qu'il devait maudire le jour où il s'était épris de sa femme. Cela passerait sûrement, il allait s'employer à guérir. D'ailleurs, Claire ne devinerait jamais, et dans le cas où elle s'en apercevrait, elle n'en souffrirait pas. Elle était belle comme une statue, mais tout aussi froide. Pourtant, et bien qu'il eût déjà aimé, Dermot n'avait jamais éprouvé un sentiment pareil. Mais le signal rouge devait s'appliquer à autre chose. Il regarda autour de la table, et pour la première fois, s'aperçut que leur petit groupe était étrange. Son oncle, notamment, n'acceptait jamais une invitation aussi peu cérémonieuse. Pourtant, il n'était pas lié avec le ménage Trent, et Dermot ne s'était jamais douté qu'ils se connaissaient. Évidemment, il y avait une raison, car un médium assez célèbre devait venir donner une séance après le dîner. Sir Allington se déclarait un peu intéressé par le spiritisme. Ce devait être une explication. Ce mot frappa l'esprit de Dermot. Cette séance cachait-elle la raison de la présence du spécialiste? En ce cas, quelle était cette raison? De nombreux petits détails qu'il n'avait pas remarqués jusqu'alors se présentèrent à l'esprit du jeune homme. Le grand spécialiste avait dévisagé Claire Trent, qui avait semblé inquiète. Ses mains tremblaient et elle paraissait affreusement nerveuse, voire même effrayée. Pourquoi? Dermot fit un effort pour ramener son esprit au moment présent. Madame Eversley avait entraîné le savant à parler de son travail. « Chère madame, lui dit-il, qu'est-ce que la folie? Je puis vous affirmer que plus nous étudions ce sujet, plus il nous devient difficile de nous prononcer. Tous, tant que nous sommes, nous dissimulons nos pensées. Mais quand nous allons jusqu'à déclarer que nous sommes le tsar de Russie, on nous enferme. Cependant, avant d'en arriver là, il y a un long chemin à parcourir, et sur le parcours, à quel endroit planterons-nous une borne sur laquelle nous inscrirons de ce côté la raison et de l'autre la folie? C'est impossible. Et j'ajoute ceci, quand quelqu'un a des hallucinations, s'il n'en parle pas, nous ne pourrons jamais le distinguer d'un individu normal. L'étonnante sagesse des fous est fort intéressante à étudier. Sir Allington but une gorgée de vin, avec un plaisir évident, et sourit à son auditoire. « J'ai toujours entendu dire que les toqués sont très rusés, fit observer madame Eversley. Très rusés en effet, et si l'on fait disparaître leur idée fixe, le résultat est désastreux. La psychanalyse nous a d'ailleurs appris que toute modification est dangereuse. L'individu qui présente une certaine idée fixe inoffensive et peut la cultiver se montre rarement agressif, mais l'homme ou la femme qui paraît absolument normal peut en réalité être un danger terrible pour la communauté. Le regard du médecin se posa sur Claire, puis il se détourna et il goûta de nouveau son vin. Une peur affreuse s'empara de Dermot.
Son oncle croyait-il vraiment? Et voulait-il faire comprendre sa pensée? C'était impossible, mais dire que tout cela viendrait du refoulement, soupira madame Eversley. Je comprends fort bien qu'il faut faire très attention à ne pas faire connaître sa personnalité car le danger est épouvantable. Vous m'avez mal compris, chère madame, s'écria Sir Allington. Le danger réside dans la matière cérébrale. Il est parfois causé par un choc, mais parfois aussi, et il est, hélas, congénital. L'hérédité est une chose bien triste, soupira la jeune sotte. Il y a la tuberculose et tout le reste. La tuberculose n'est pas héréditaire, répliqua le médecin d'un ton sec. Vraiment? J'avais toujours cru qu'elle l'était. Et la folie se transmet donc? C'est effrayant. Quelles autres maladies peuvent l'être? La goutte, répondit Allington en souriant, et le daltonisme. Dans ce dernier cas, c'est assez intéressant. Il se transmet directement au mâle, mais il est latent chez les femelles, de sorte qu'il y a beaucoup de daltoniens, mais une femme doit avoir une mère daltonienne à l'état latent et un père qui l'était nettement. Toutefois, le cas se présente rarement, et c'est ce qu'on appelle l'hérédité limitée par le sexe. Que c'est intéressant. Mais il n'en est pas de même pour la folie. Elle peut être transmise aux deux sexes indifféremment, répondit Sir Allington. Je suis venu tout exprès pour voir cette étonnante madame Thompson. Pourtant, il n'a pas été nécessaire de me supplier, ajouta-t-il galamment. Claire acquiesça d'un sourire et sortit de la pièce, une main posée sur l'épaule de madame Eversley. Je crains d'avoir parlé boutique, fit observer le savant, en reprenant son siège. Excusez-moi, mon cher. Aucune importance, répondit Trent d'un air indifférent. Mais il paraissait tourmenté, inquiet, et pour la première fois Dermot se sentait de trop en compagnie de son ami. Il y avait entre eux un secret qu'ils ne pouvaient partager, malgré leur vieille amitié. Pourtant la chose était invraisemblable, car en somme, sur quoi se basait-il? Sur 2 regards et une nervosité de femme? Ils ne s'attardèrent pas sur leur porto, et entrèrent dans le salon juste au moment où l'on annonçait madame Thompson. Le médium était une femme replète, d'âge moyen, affreusement vêtue de velours grenat. Sa voix sonore était plus encore vulgaire. « J'espère ne pas être en retard, dit-elle à Claire. Vous aviez bien dit 9 heures, n'est-ce pas? Vous êtes absolument à l'heure, madame, répondit madame Trent, de sa voix douce quelque peu voilée. Notre petit cercle est au complet. Suivant une coutume habituelle, aucune autre présentation n'eut lieu, mais le médium jeta sur l'assistance un regard pénétrant. J'espère que nous aurons de bons résultats, dit-elle gaiement. Je ne saurais vous dire à quel point j'ai horreur de ne pas réussir quand je sors. Je pense que Shiromako, mon contact japonais, pourra venir ce soir. Je me sens en pleine forme et j'ai au dîner refusé un plat que j'aime et qui est lourd. Dermot écoutait. Il était à moitié amusé, à moitié écœuré. Que tout ceci était donc prosaïque. Cependant, ne jugeait-il pas sottement, car, en somme, tout était normal et le don des médiums était véritable, encore que mal connu. À la veille d'une opération délicate, un grand chirurgien pouvait surveiller sa nourriture. Pourquoi n'en serait-il pas de même de madame Thompson? Les chaises étaient disposées en cercle, et les lumières pouvaient être intensifiées ou baissées. Dermot constata qu'il n'était pas question de procéder à des vérifications, et que Sir Allington n'examinait pas le médium. Non, sa présence avait un autre but. Dermot se souvint que la mère de Claire était morte à l'étranger assez mystérieusement. S'agissait-il d'hérédité? Il fit un effort et ramena son esprit vers l'instant présent. Chacun s'assit et on éteignit les lumières, à l'exception d'une petite lampe à abat-jour rouge, posée sur une table au fond de la pièce. Pendant un moment, on n'entendit que la respiration régulière du médium qui devint de plus en plus forte. Puis, si brusquement, que Dermot sursauta. Un coup violent se fit entendre au fond du salon et fut suivi d'un second du côté opposé. Après quoi, une rapide succession de chocs s'égrena, et quand ils se turent, un éclat de rire moqueur traversa la pièce. Puis le silence revint, et fut ensuite rompu par une voix absolument différente de celle de madame Thompson. Voix aiguë aux accents étranges. « Je suis ici, messieurs, » annonça-t-elle. « Oui, je suis ici. Vous voulez poser question à moi. Qui êtes-vous? Shiramako? Oui, moi, Shiramako.
Je suis arrivé depuis très longtemps, moi travail, et moi très heureux. D'autres détails sur la vie du Japonais suivirent. Ils étaient sans intérêt et Dermot en avait souvent entendu autant. Tout le monde était très heureux. Des messages émanant de vagues parents furent ensuite transmis, mais d'une façon assez floue, pour s'appliquer à n'importe quoi. Une vieille dame qui dit être la mère d'une des personnes présente qui se manifesta assez longtemps et répéta des conseils d'Almana avec entrain. Votre esprit veut communiquer à présent, annonça Shiromako. Lui avoir très important message pour un des messieurs. Il y eut un silence. Puis une autre voix s'éleva et commença chacune de ses phrases par un ricanement démoniaque. Faut pas rentrer chez vous. Suivez mon conseil. À qui parlez-vous interrogea Trent. À l'un de vous trois. Si j'étais lui, je ne rentrerais pas. Écoutez-moi. Danger. Du sang. Pas beaucoup de sang. Mais bien assez. Non, ne rentrez pas. La voix s'affaiblit et répéta. Ne rentrez pas. Puis elle s'éteignit. Et Dermot sentit se glacer son sang, car il était convaincu que l'avertissement le visait et qu'il courait un danger. Le médium soupira puis gémit. Madame Thompson revint à elle. On alluma l'électricité et au bout d'un instant la voyante se redressa et ses paupières battirent. Était-ce intéressant? Je l'espère. Très intéressant, merci infiniment, Madame Thompson. Je pense que c'était Shiromako. Oui, et d'autres. Je suis exténuée car c'est toujours épuisant. Je suis contente que ce soit réussi, j'avais peur d'un échec. Il y a une drôle d'atmosphère ce soir dans cette pièce. Elle regarda tour à tour par-dessus chacune de ses épaules, puis les haussa d'un air malheureux et dit « Cela ne me plaît pas. Y a-t-il eu une mort subite parmi vous récemment ?»« Que voulez-vous dire parmi nous ?»« Dans votre famille, chez vos meilleurs amis, non ? Si je voulais faire un drame, je dirais que la mort flottait par ici ce soir. Oh, ce n'est sans doute qu'une de mes idées. Au revoir, Madame Trent, je suis contente que vous soyez satisfaite. » Madame Thompson sortit drapée dans son velours grenat. « J'espère, Sir Allington, murmura Claire, que cela vous a intéressé. Cette soirée fut passionnante, chère madame. Mille merci de m'avoir invité. Je vous souhaite de bonsoir. Je crois que vous allez tous à une soirée dansante. Ne voulez-vous pas nous accompagner? Non, non, j'ai pour règle d'être toujours caché à 11h30. Bonsoir, mesdames. Ah, Dermot, je voudrais te dire un mot. Peux-tu m'accompagner? Tu pourras rejoindre tes amis à la salle Grafton. Certainement, mon oncle. Je te reverrai là-bas, Trent. Pendant le trajet jusqu'au domicile du médecin, dans Harley Street, l'oncle et le neveu n'échangèrent que peu de mots. Le premier s'excusa d'avoir emmené Dermot et lui promit de ne pas le retenir longtemps. « Veux-tu que je fasse attendre la voiture, mon garçon ?» demanda-t-il comme il la quittait. « Ne prends pas cette peine, oncle Allington, je trouverai un taxi. »« Parfait, je n'aime pas faire veiller Charlie, plus qu'il n'est nécessaire. Bonsoir, Charlie. »« Où diable ai-je mis ma clé ?» La voiture s'éloigna tandis que le spécialiste fouillait dans ses poches. Il reprit enfin. « J'ai dû la laisser dans mon autre par-dessus. Veux-tu sonner? Je pense que Johnson est encore levé. » En effet, le calme valet ouvrit la porte immédiatement. « Égarez ma clé, lui expliqua Sir Allington. Apportez-nous du whisky et du soda dans la bibliothèque, s'il vous plaît. »« Parfait, monsieur. » Le médecin se dirigea vers cette pièce, alluma puis fit signe à Dermot de fermer la porte. « Je ne te retiendrai guère, lui dit-il, je désire te parler. Me tromperais-je en disant que tu as un certain penchant pour madame Jack Trent ?» Son neveu rougit violemment et répliqua. « Jack Trent est mon meilleur ami. » Ce n'est pas une réponse. Je suppose que tu considères mes idées sur le divorce et tout ce qui s'y attache exagérément puritaines. Mais je veux te rappeler que tu es mon seul parent proche et par conséquent mon héritier. Il n'est pas question de divorce, répliqua sèchement Dermot. Certainement, et ce pour une raison que je connais sans doute mieux que toi. Je ne puis te l'exposer à présent, mais je tiens à t'avertir. Claire Trent n'est pas pour toi. Le jeune homme fixa sur son oncle un regard calme. Je comprends fort bien. Et si tu me permets de te le dire, mieux que tu ne crois. Je connais la raison de ta présence chez les Trent ce soir. Comment? Le spécialiste était nettement stupéfait. Comment l'as-tu apprise? Appelle cela une intuition. Mais n'est-il pas vrai que tu étais là, au titre de ta spécialité?
Sir Allington se mit à marcher de long à large. Tu as parfaitement raison, bien entendu. Je ne pouvais te la révéler moi-même, quoique je craigne qu'elle soit bientôt de notoriété publique. Le cœur de Dermot se serra. Es-tu donc certain? Oui, il y a de la folie dans cette famille, du côté de la mère. C'est un triste cas. Je ne puis y croire. Ce n'est pas étonnant, aux yeux du profane, les signes sont peu apparents. Et pour un expert, l'examen est concluant, et dans des cas semblables, le malade doit être enfermé aussi vite que possible. Juste ciel, soupira Dermot. On ne peut interner quelqu'un sans raison. Mon cher enfant, on agit ainsi que lorsque sa liberté constitue un grave danger pour la communauté. Un danger? Très grand, probablement sous forme de manie homicide. Tel était le cas pour la mère. Dermot se détourna en gémissant et enfonça son visage dans ses mains. Claire, la belle Claire aux cheveux d'or. Étant donné les circonstances, reprit l'oncle, j'ai estimé mon devoir de te prévenir. Claire, ma pauvre Claire. Certes, nous devons tous la plaindre. Dermot leva la tête. Je n'y crois pas. Pourquoi? Je répète, je n'y crois pas. Les médecins commettent des erreurs, tout le monde le sait. De plus, ils ne voient que leur spécialité. Mon cher garçon, s'écria Sir Allington furieux. Je te dis que je n'y crois pas. Et d'ailleurs, quoi qu'il en soit, j'aime Claire. Si elle veut me suivre, je l'emmènerai au loin. Hors de la portée des médecins brouillons, je la protégerai, je la soignerai, l'abriterai avec mon amour. Tu n'en feras rien. Es-tu fou? Dermot fit entendre un rire ironique. Tu vas sûrement le prétendre. Écoute-moi, le visage de l'aliéniste était cramoisi de fureur. Si tu fais une chose aussi scandaleuse, tout sera fini entre nous. Je supprimerai la rente que je te fais et je ferai un autre testament léguant aux hôpitaux tout ce que je possède. Tu peux faire ce que tu veux de ton maudit argent, répliqua Dermot d'une voix sourde. Moi, j'aurai la femme que j'aime. Une femme qui... Si tu prononces un mot contre elle, je te tuerai. Un léger cliquetis de verre les fit se retourner. Johnson, qui n'avait pas entendu venir, dans le feu de leur querelle, était rentré portant un plateau. Son visage de serviteur bien stylé était impassible, mais Dermot se demanda ce qu'il avait entendu. « Très bien, Johnson, lui dit son maître. Vous pouvez aller vous coucher. »« Merci, monsieur. Bonne nuit, monsieur. » Le domestique sortit. L'oncle et le neveu se regardèrent calmés par cette interruption. Dermot dit. « Mon oncle, je n'aurais pas dû te parler ainsi. Je comprends que tu as, du point de vue auquel tu te places, parfaitement raison. Mais j'aime Claire Trent, depuis longtemps. Je lui ai jamais dit parce que Jack est mon meilleur ami. Mais vu les circonstances, cela ne compte plus. Et l'idée qu'une question d'argent puisse me retenir est absurde. Je crois que nous avons dit tout ce qui importait. Bonsoir. Dermot. Il est tout à fait inutile de discuter. Bonsoir, mon oncle. Je suis désolé, mais la cause est entendue. Il sortit rapidement et ferma la porte. Le vestibule était dans l'obscurité. Dermot le traversa, ouvrit la porte extérieure, sortit dans la rue et claqua le battant derrière lui. Un taxi venait de déposer des clients un peu plus haut. Dermot le héla et se fit conduire à la salle Grafton. Arrivé sur le seuil de la salle de bal, il resta debout un instant, pris de vertige. La bruyante musique de jazz, les femmes souriantes, il lui semblait être passé dans un autre hémisphère. Avait-il rêvé? Cette sombre conversation avec son oncle avait-elle vraiment eu lieu? Tout à coup, Claire passa devant lui, en dansant, dans sa robe blanche et argent, qui la gainait étroitement. Elle avait l'air d'un grand lys. Elle lui sourit, son visage était calme. Il devait avoir rêvé. La danse s'achevait et bientôt Claire était auprès de lui. Il l'invita à danser, et tandis que la discordante musique recommençait, elle était dans ses bras. Tout à coup, il la sentit fléchir et lui demanda. « Êtes-vous fatigué? Voulez-vous que nous nous arrêtions? » « Oui, si cela ne vous ennuie pas. Tâchons de trouver un coin où nous puissions parler. J'ai quelque chose à vous dire. » Ce n'était pas un rêve. Dermot retomba sur la terre. Comment avait-il pu croire que son visage était serein? Il était au contraire plein de terreur. Que savait-elle au juste? Il trouva un coin tranquille et s'assit auprès d'elle. « Alors, dit-il en affichant une gaieté qu'il n'éprouvait pas, vous avez quelque chose à me dire? »« Oui. »
Elle baissait les yeux et jouait nerveusement avec la frange de sa ceinture. Mais c'est assez difficile. Dites-le moi tout de même. Voici, je voudrais que vous partiez pendant quelque temps. Il fut stupéfait, car il s'attendait à tout sauf à cela. Vous voulez que je parte? Pourquoi? Il vaut mieux être sincère, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes un homme d'honneur et aussi mon ami. Je désire que vous partiez parce que je me suis éprise de vous. Claire, et ne savait que répondre. Elle reprit. Je vous en prie, ne croyez pas que je sois assez vaniteuse pour penser que vous pourriez m'aimer aussi. Seulement je ne suis pas très heureuse et au mieux vaut que vous partiez. Vous ne savez donc pas, Claire, que je vous aime follement depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Elle leva vers lui un regard stupéfait. Vous m'aimez? Et depuis longtemps? Depuis le premier jour. Oh, s'écria-t-elle, pourquoi ne me l'avez-vous pas dit? À l'époque où j'étais libre. Maintenant il est trop tard. Non, je suis folle, et je ne sais plus ce que je dis. Je n'aurais jamais pu être à vous. Pourquoi? Que signifient ces mots, il est trop tard? Pensez-vous à mon oncle? À ce qu'il sait et à ce qu'il pense? Elle acquiesça, sans mot dire, et sa figure ruissela de larmes. Écoutez, Claire, il ne faut pas croire à tout cela. N'y pensez plus. Vous allez venir avec moi dans les mers du Sud, dans les îles qui ressemblent à des bijoux verts. Nous serons heureux et je veillerai sur vous. Je vous écarterai de tout danger. Il l'entoura de ses bras, l'attira vers lui et il la sentit trembler à son contact, mais soudain se dégagea vivement. Non, non, ne comprenez-vous pas? Je ne peux plus maintenant. Ce serait laid. Laid. Je voulais être bonne, mais désormais ce serait affreux. Dermot hésita, déconcerté par ces paroles, et elle le regarda d'un air suppliant en ajoutant « Je vous en supplie, je veux être honnête. » Il se leva et s'éloigna en silence. Il était ému et torturé. En allant chercher son chapeau et son pardessus, il rencontra Trent, qui lui dit « Comment, tu pars déjà? »« Oui, je n'ai pas envie de danser ce soir. »« La soirée n'est pas attrayante, » répondit Jack tristement, « mais tu n'as pas mes soucis. » Dermot se demanda avec effroi si Trent n'allait pas se confier à lui. Il ne le voulait à aucun prix. « Au revoir, dit-il, je rentre chez moi. »« Chez toi? Et l'avertissement des esprits. J'en accepte le risque. Bonne nuit, Jack. » L'appartement de Dermot n'était pas éloigné. Il marcha avec l'espoir que la brise nocturne calmerait sa fièvre. Arrivé devant la maison, il ouvrit la porte et alluma l'électricité dans sa chambre. Puis aussitôt, pour la seconde fois de la soirée, l'impression qu'il appelait le signal rouge l'envahit si complètement qu'il en oublia même Claire. Le danger. Il était en danger. En cet instant, dans sa chambre, en grand danger. Il tenta vainement de se juger ridicule, mais sans grand effet. Car, en somme, jusqu'alors, le signal rouge l'avait toujours préservé du désastre. Tout en se moquant un peu de sa superstition, il fit le tour de son logement, car il n'était pas impossible qu'un malandrin s'y fût introduit. Mais il ne trouva rien. Milson, son domestique, était absent et l'appartement était complètement vide. Il rentra dans sa chambre et se déshabilla lentement. Le sentiment du danger était de plus en plus fort. En allant prendre un mouchoir dans la commode, il demeura figé. Un objet dur et lourd occupait le centre du tiroir. D'un geste nerveux, Dermot écarta le mouchoir, qui cachait un revolver. Stupéfait, Dermot l'examina. L'arme était d'un modèle peu courant, et une balle y avait été tirée récemment. Quelqu'un l'avait mise là dans la soirée, car il était certain qu'elle ne s'y trouvait pas quand il s'était habillé avant le dîner. Il allait la remettre dans le tiroir, quand le bruit d'une sonnette le fit tressaillir. Elle retentit plusieurs fois et résonna fortement dans le silence de la nuit. Qui pouvait venir à cette heure? La question faisait naître une seule réponse. Danger, danger, danger. Poussé par un instinct qu'il n'identifiait pas, Dermot éteignit sa lumière, enfila un par-dessus et alla ouvrir la porte du vestibule. Il y avait 2 hommes sur le palier, et derrière eux il aperçut l'uniforme bleu d'un policeman. « Monsieur West ?» demanda le premier visiteur. Dermot crut avoir mis longtemps à répondre, mais en réalité il ne s'écoula que quelques secondes, avant qu'il n'ait répondu en imitant assez bien la voix indifférente de son valet. « Monsieur West n'est pas encore entré. Que lui voulez-vous à cette heure-ci »
pas encore rentré? Bien, nous allons l'attendre. Non. Écoutez, mon garçon, je suis l'inspecteur Verral de Scotland Yard et j'ai un mandat d'arrêt au nom de votre maître. Vous pouvez regarder. Dermot fit semblant d'examiner le papier qu'on lui tendait et demanda avec stupeur. Qu'a-t-il fait? Un assassinat. Sir Allington West, de Harley Street. Complètement affolé, Dermot recula, entra dans son petit bureau et alluma l'électricité. L'inspecteur le suivit et dit à son compagnon. Faites quelques recherches. Puis s'adressant à Dermot, vous restez ici et n'espérez pas aller prévenir votre maître. Comment vous appelez-vous? Milson, monsieur. À quelle heure attendez-vous monsieur West? Je ne sais pas, monsieur, je crois qu'il est allé à une soirée à la salle Grafton. Il en est sorti il y a juste 1 heure. Vous êtes sûr qu'il n'est pas rentré ici? Je ne pense pas, je l'aurais entendu. Le deuxième policier reparut. Il tenait le revolver à la main et le remit à l'inspecteur d'un air satisfait. Son supérieur parut enchanté et déclara. Voilà une preuve, il a dû rentrer et repartir sans que vous l'entendiez. Il a filé ensuite, et il vaut mieux que je parte. Cowley, vous allez rester ici pour le cas où West reviendrait, et vous surveillerez ce domestique, qui en sait sans doute plus qu'il ne l'avoue. L'inspecteur s'en alla rapidement, et Dermot tenta d'obtenir des détails en faisant parler Cowley, qui ne s'y refusait pas. L'affaire est claire, déclara-t-il, le crime a été découvert très vite. Le domestique Johnson venait à peine de se coucher quand il crut entendre une détonation. Il est redescendu et a trouvé Sir Allington mort, tué d'une balle en plein cœur. Il nous a téléphoné tout de suite et nous avons recueilli sa déposition. Elle a éclairé l'affaire, risqua Dermot. Absolument, le jeune West est arrivé avec son oncle. Ils se sont querellés quand Johnson a servi des rafraîchissements. Le vieux menaçait de faire un nouveau testament et votre maître annonçait qu'il allait le tuer. 5 minutes après, on a entendu la détonation. Oh oui, c'est clair, ce garçon n'est qu'un jeune idiot. Oui, tout était clair et le cœur de Dermot se serra, tandis qu'il se rendait compte à quel point l'accusation était accablante. Oui, il y avait du danger, un affreux danger, et aucun moyen d'y échapper, sauf la fuite. Il se mit à réfléchir et au bout d'un instant proposa de faire du thé. Cowley accepta volontiers car, ayant fait le tour de l'appartement, il savait qu'aucune issue n'existait à l'arrière. Dermot fut autorisé à se rendre à la cuisine où il mit une bouilloire sur le feu et remua des tasses et des soucoupes. Puis il s'approcha de la fenêtre et souleva le store. L'appartement était au second étage. À l'extérieur de la fenêtre, il y avait une petite benne employée par les ouvriers et qui montait ou descendait sur son câble d'acier. Dermot sortit par la fenêtre et se suspendit au câble. Il lui coupa les mains, et elles saignèrent, mais il persévéra. Quelques minutes après, il faisait avec précaution le tour du pâté de maison, mais il se cogna à quelqu'un qui était debout dans la contre-allée, et à sa grande surprise, il reconnut Jack Trent. Celui-ci paraissait avoir compris le danger de la situation. « Grand Dieu, Dermot, vite, ne reste pas ici. » Saisissant son ami par le bras, il l'entraîna dans une petite rue sombre, puis dans une autre. Ils aperçurent un taxi en maraude, lui firent signe, et y sautèrent. Trent donna son adresse au chauffeur et dit « Pour le moment, nous sommes en sûreté. Quand nous serons chez nous, nous décidons de ce qu'il faut faire. Pour écarter ces idiots, je suis venu tout de suite dans l'espoir de te prévenir avant l'arrivée de la police, et il était déjà trop tard. Je ne savais pas que tu étais alerté. Jack, tu ne supposes pas? Bien sûr que non, mon vieux, je te connais bien trop. Cependant, l'affaire est mauvaise pour toi. Les flics sont venus poser des questions. À quelle heure étais-tu arrivé à la salle Grafton? Quand tu en étais parti, etc. Dermot, qui a pu tuer le vieux West? Je n'en ai pas la moindre idée, mais je suppose que le coupable a mis le revolver dans mon tiroir. On devait me surveiller de près. Cette séance était bizarre. Ne rentrez pas chez vous. Le conseil s'adressait à ton oncle, mais le pauvre vieux est rentré et a été tué. Cela s'applique à moi aussi, répondit Dermot. Je suis rentré et j'ai trouvé un revolver et un inspecteur de police. J'espère que l'avertissement ne s'applique pas également à moi, dit Trent. Nous voici arrivés. Il paya le taxi, ouvrit la porte avec son passe-partout et fit monter Dermot par l'escalier obscur jusqu'à son petit bureau qui était au premier étage. Il ouvrit la porte, alluma l'électricité. Dermot entra. Il le suivit en disant
Pour l'instant, nous sommes à l'abri. Nous pouvons réfléchir et décider de ce qu'il nous faut faire. Je me suis conduit comme un imbécile, s'écria Dermot. J'aurais dû faire front, car je me rends compte à présent qu'on m'a tendu un piège. Pourquoi ris-tu? Car Trent, renversé contre le dossier de sa chaise, était secoué d'un rire interminable et affreux. L'homme lui-même était horrible à voir, et ses yeux brillaient d'un feu étrange. Oui, un piège diablement adroit, octa-t-il. Dermot, mon garçon, tu es flambé. Il attira l'appareil téléphonique vers lui, et le jeune homme s'écria. Que fais-tu? Je vais appeler Scotland Yard, leur dire que leur oiseau est ici, sous clé. J'ai fermé la porte en entrant, et la clé est dans ma poche. Inutile de regarder celle qui est derrière moi. Elle conduit dans la chambre de Claire, qui la ferme toujours de l'intérieur. Elle a peur de moi, tu comprends, et depuis longtemps. Car elle devine toujours quand je pense à ce couteau. Un couteau bien aiguisé. Non, tu ne pourras pas. Dermot avait fait un mouvement pour sauter sur Trent, mais celui-ci brandit soudain un revolver. C'est le deuxième, ricana-t-il. J'ai mis l'autre dans ton tiroir, après m'en être servi pour tuer le vieux West. Que regardes-tu par-dessus ma tête? Cette porte? Cela ne te servirait à rien. Même si Claire l'ouvrait, pour toi elle le ferait peut-être. Je t'aurais abattu avant que tu ne puisses bouger. Je ne te viserai pas au cœur. Je me contenterai de t'estropier, afin de t'empêcher d'avancer. Tu sais que je suis un bon tireur. Je t'ai sauvé la vie une fois, idiot que j'étais. Non, je veux te voir pendre. Oui, pendre. Le couteau n'est pas pour toi, il est pour Claire. La jolie Claire, si blanche, si douce. Le vieux West le savait. C'est pourquoi il est venu ici ce soir, pour se rendre compte si j'étais fou ou non. Il voulait m'enfermer pour que je puisse tuer Claire avec le couteau. J'ai été très rusé, car j'ai pris sa clé, et aussi la tienne. Je suis parti de la selle Crafton tout de suite. Je t'ai vu sortir de chez ton oncle, je suis rentré, j'ai tiré sur lui, et suis reparti aussitôt. Ensuite, je suis allé mettre le revolver chez toi. J'étais de retour à la salle Grafton, presque aussi vite que toi, et j'ai glissé la clé dans ta poche en te disant bonsoir. Peu importe ce que je te raconte maintenant, car nul ne nous entend, et quand tu seras pendu, je serai content que tu saches qui t'a conduit à la mort. Tu n'as aucune échappatoire. Cela me fait rire, oh tellement rire. À quoi penses-tu? À qui regardes-tu? Je pense à ce que tu as dit tout à l'heure. Tu aurais mieux fait de ne pas rentrer, Trent. Que veux-tu dire? Regarde derrière toi. Trent se retourna. Sur le seuil de la porte du fond, Claire se dressait avec l'inspecteur Verral. Trent agit très vite. Il tira et tomba en travers de la table. L'inspecteur bondit vers lui, tandis que Dermot, les yeux fixés sur Claire, n'arrivait pas à coordonner ses pensées. Son oncle, leur querelle, le terrible malentendu, les lois anglaises sur le divorce qui n'eussent jamais permis à la jeune femme de se libérer d'un mari fou. Nous devons tous la plaindre, avait dit l'aliéniste. Les mots prononcés par elle, ce seraient les. Oui, mais à présent. L'inspecteur se redressa et dit d'un ton vexé. Il est mort. Oui, murmura Dermot. Il a toujours été très bon tireur. Fin. J'espère que cette sordide histoire vous a plu. Personnellement, je les aime beaucoup. Alors on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire. En attendant, prenez soin de vous. Au revoir et merci.